Alors, pour commencer, juste, je voudrais préciser, on est tombé depuis un an en France, en tout cas, et dans les médias, dans un piège, et on le ressent aussi dans les conversations ambiantes, sur le piège du est-ce que tout changera, est-ce que rien ne changera. On est dans des prophéties hypothétiques sur le monde d'après et sur toutes les conséquences de cette période-là. Les deux, ça me semble du binarisme assez stérile. Donc pour moi, il ne s'agit pas aujourd'hui de se situer dans des prédictions hasardeuses, mais la période invite à une exigence de lucidité. Et pour moi, les deux propositions sont aussi fausses l'une que l'autre. Tout changera, bien sûr que non, et heureusement que non, parce que beaucoup de choses fonctionnent très bien. Et le rien ne changera est tout aussi faux, parce que très clairement, on voit que des nouveaux modes de fonctionnement sont apparus, se sont généralisés et s'inscrivent, me semble-t-il, dans un temps long. Donc c'est sur ces choses-là, sur ces modes de fonctionnement qui semblent s'inscrire dans un temps long, que je vais m'appesantir maintenant. Alors, je vais dire aussi quelque chose qui est peu audible, mais qui me semble juste avec un peu de recul. Et ça ne veut pas dire que je nie les aspects dramatiques du point de vue économique, psychologique, moral de la période. Mais si on regarde avec un peu de recul, tous les grands moments de crise, les grands moments d'arrêt sont aussi les meilleures chances de progression et d'innovation. Que vous regardiez l'histoire des sciences, l'histoire de l'art, l'histoire des hommes, l'histoire du management, à chaque fois, les innovations, les changements de paradigme sont issus de contraintes et d'arrêt brutal, de rupture, si j'emploie le vocabulaire de Gaston Bachelard, de rupture épistémologique. Il faut bien que l'esprit soit contraint pour changer ses paramètres et penser autrement et donc innover et donc progresser. C'est très vrai en histoire des sciences. Je le disais, toutes les grandes innovations scientifiques sont issues, sont précédées d'un moment de rupture et d'arrêt brutal. Donc l'arrêt est un moment d'avancée, paradoxalement. Pour résumer ça, vous savez, c'est la phrase de Pierre-Gilles de Gênes qui résume ça assez bien en disant c'est pas en perfectionnant la bougie qu'on a inventé l'électricité. À un moment, il faut une rupture épistémologique, il faut un gap, il faut un saut pour que l'esprit pense autrement, innove et progresse. Donc ça ne veut pas dire, encore une fois, que je nie les aspects difficiles, mais néanmoins, je crois qu'on retirera énormément de bienfaits à cette période catastrophique sur bien des points. Alors, sur des façons de travailler, on l'a déjà vu depuis un an, hein, ce que je disais, je vais insister un peu sur les points plutôt positifs. On l'a vu, je trouve, ça a été assez visible, les entreprises se sont adaptées de façon assez darwinienne à la catastrophe qui s'est abattue l'an dernier et que ça a mis un peu de flexibilité, de souplesse dans des carcans parfois procéduraux. Je pense pas aux banques, je pense aux entreprises informatiques, je pense à beaucoup de secteurs qui ont su justement s'adapter, jouer avec les aléas, jouer avec les contingences et mettre un peu de souplesse, ce qui me semble vraiment être un bienfait pour le coup, dans ce qui apparaissait assez carcanesque et procédural et parfois congestionnant pour l'esprit et congestionnant pour l'action. On l'a remarqué, alors du point de vue hygiéniste, c'était pas tout à fait la même chose, mais notre pays souffre évidemment d'un trop-plein bureaucratique, normatif, procédural, où c'est très difficile d'entreprendre quoi que ce soit parce que des tombereaux de procédures nous tombent sur le coin du bureau dès qu'on enclenche une action. Donc on est souvent pris dans des injonctions contradictoires, innover, aller de l'avant, agissez. Et puis dès qu'on en veut enclencher quelque chose, évidemment, des barrières procédurales se lèvent et nous empêchent d'agir. Cette idéologie presque procédurale, ce réflexe procédural s'explique par la peur qui envahit à peu près tous nos sujets d'actualité. Si vous regardez les chaînes d'infos, c'est des sujets d'angoisse et de peur à longueur d'écran. Le sexe, les OGM, le réchauffement climatique, la Covid, le vaccin contre la Covid, la grippe, le vaccin contre la grippe, tout est un sujet d'angoisse et de peur. C'est intéressant philosophiquement de voir qu'on n'a plus du tout honte d'avoir peur ou de vivre en permanence avec ce sentiment, alors que depuis l'Antiquité, les philosophes ont critiqué, non pas ce sentiment, si on ressent la peur, on la ressent, on ne peut rien y faire, mais en tout cas, ont critiqué le fait de se familiariser avec ce sentiment et de vouloir vivre avec et d'en faire notre quotidienneté. Je disais depuis l'Antiquité, les philosophes nous ont toujours dit qu'apprendre à être un adulte, apprendre à être un être de plus en plus rationnel, responsable, c'est apprendre à avoir de moins en moins peur. Pourquoi? Parce que la peur altère les représentations. Quand on a peur, on n'appréhende plus la réalité exactement telle qu'elle est, ça fausse la réalité et donc évidemment c'est un sentiment assez infantile, assez puéril et engourdissant pour l'intelligence, en tout cas l'intelligence rationnelle. C'est une tradition qui a passé les siècles. Si vous relisez Le Petit Prince, il y a un passage très clair. Qu'est-ce qu'un adulte? Réponse, c'est quelqu'un qui n'a plus peur.
Donc, soit il n'y a pas beaucoup d'adultes aujourd'hui dans notre société, ce qui peut être une hypothèse, mais plus sérieusement, il y a aussi une déculpabilisation très forte de cette passion qui explique la prolifération des peurs. Et j'en veux pour preuve qu'on a inscrit dans notre constitution le principe de précaution. Ça veut bien dire que nous sommes une société qui cède peu à peu à l'idéologie du risque zéro ou de l'innocuité totale. Et pour justement parer à ce risque-là, on va procéduriser sur à peu près chaque sujet, on va légiférer sur quasiment tout. Les services juridiques, vous le savez mieux que moi, dans les entreprises n'en finissent pas de crouler sous les dossiers et on procédurise sur quasiment tout aussi. Donc c'est une chose de vouloir minimiser les risques, bien sûr, et ça c'est tout à fait louable, mais ça en est une autre de vouloir abolir tout risque et de tomber non pas dans un principe d'action responsable et prudente, qui pourrait être le principe de précaution, mais dans une idéologie précautionniste qui considère sans cesse le risque comme une menace et très rarement comme une opportunité. Si vous voulez juste un mot, peut-être sur le principe de précaution, parce qu'on ne sait pas forcément d'où ça vient, et c'est un philosophe qui a inventé et créé ce concept-là, qui s'appelle Hans Jonas, Jonas, et qui a écrit un livre en 1979 qui s'appelle Le principe responsabilité. Pas le principe de précaution, principe responsabilité. Et dans son livre, le syllogisme est très clair. Il nous dit, un, l'humanité est une espèce fantastique capable de créer des technologies, des techniques inouïes. Deux, ces techniques sont néanmoins capables de détruire l'humanité, l'arme chimique, le nucléaire, etc. Donc, trois, il faut des normes éthiques qui viennent borner ces pratiques. Et ces normes éthiques ne doivent s'appliquer que dans trois cas, en cas de risque humanitaire, environnemental ou sanitaire. Ce n'est que dans ces trois cas-là qu'on doit appliquer le principe de précaution, le principe de responsabilité. Donc on voit que c'est incontestable dans son principe, c'est un principe d'action prudente, un principe d'action sage. Mais la dérive est facile et rapide quand on passe de cette règle d'action prudente vers vraiment l'idéologie précautionniste où on veut abolir tout risque et on est incapable d'enclencher la moindre action. Je le disais, sur l'année qui vient de s'écouler, on a eu parfois le sentiment, vous pouvez ne pas partager ce sentiment, mais de procéduriser sur des normes hygiéniques ou hygiénistes qui n'avaient pas grand sens. Et c'est ça que j'appelle l'idéologie procédurale, c'est-à-dire que quand on ne pense plus le process comme un moyen à notre service pour nous faciliter l'action, mais comme le sommet des priorités, au détriment du sens de ce qui est entrepris. C'est ça qui devient problématique. C'est là qu'on tombe dans l'absurde. C'est quand on fait du process le sommet des priorités au détriment du sens d'une situation. Je prends quelques exemples sur cette année, mais si vous avez des enfants en bas âge à l'école primaire, vous avez vu que les rentrées à l'école sont échelonnées en fonction de l'heure et en fonction des classes. À 8h15, ce sont les CE1, à 8h20, les CE2, etc., jusqu'à 8h30. Ce sont des procédures, bien sûr, au nom de l'hygiène, mais qui n'ont aucun sens, puisque vous avez vu qu'à 8h45, les enfants sont par grappe de 10 au lavabo pour se laver les mains et que vous les récupérez à 16h30 par paquet de 30, comme tous les enfants du monde depuis toujours, et que ça n'a jamais changé. Donc, c'est pas du tout de la faute des enseignants ou des directeurs d'école, c'est la sentence tombe quand on leur demande pourquoi on applique ce geste qui, évidemment, quelques minutes plus tard, est anéanti dans son intention même. On vous répond que c'est la procédure et qu'il n'y a rien à faire et qu'on applique pour appliquer. Donc c'est là que je trouve on tombe très vite et dans les entreprises, on a beaucoup, beaucoup d'exemples aussi, mais dans la société, on n'arrête pas d'en avoir dans cette idéologie procédurale où on applique pour appliquer, on ne sait plus pourquoi on applique et ça ne fait plus sens. Mais néanmoins, je trouve que l'année passée, les entreprises se sont vraiment beaucoup plus investies dans cette exigence de flexibilité, de souplesse et d'autonomisation. Le paradoxe inouï, c'est que le pays était congestionné au niveau macro, et donc, ça a mis un peu de souplesse au niveau micro, au niveau des entreprises, alors que quand tout est fluide et qu'on n'est pas confiné mondialement comme on l'a été, bah, parfois on est dans un carcan au niveau des entreprises. Donc, je crois que c'est un levier sur lequel il faut miser, cette exigence de souplesse, de simplicité qui est absolument nécessaire, impérative pour et la santé mentale des collaborateurs et puis l'efficacité des entreprises. Cette autonomisation, enfin cette flexibilité, c'est évidemment accompagné, je vais parler de quelque chose de très concret qu'on a tous vu, sans avoir d'avis très tranché sur la question parce qu'il est encore tôt pour avoir un avis. On ne sait pas encore comment les choses vont se passer dans les prochains mois. Mais la chose la plus concrète qui se soit passée, généralisée, massifiée, sur lesquelles il y a énormément de conséquences, je vais y venir, c'est évidemment le télétravail.